Salut à tous les amis, c'est Valius, j'espère que vous allez tous très bien. Alors oui, il y a eu une certaine période d'absence sur la chaîne qui j'espère ne se reproduira pas, mais j'espère que cette vidéo vous fera assez plaisir pour l'oublier. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié la vidéo FAQ, c'est justement en partie parce que j'ai du mal à la monter que j'ai pas eu le courage de faire autre chose en attendant, je voulais vraiment vous la sortir. Donc si je me trompe pas, cette vidéo sortira vendredi et vous aurez la FAQ lundi ou mardi et on reprendra un rythme de 2 vidéos par semaine. Info non contractuelle. Bon, les amis, je sais que vous l'avez attendu, on est reparti pour un épisode thread horreur. Et comme je sais que vous êtes gourmands, je vous ai mis 2 histoires dans cette vidéo, une courte et une longue. Comme d'habitude, je vous encourage à mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Maintenant que tout ça est dit, je vous propose qu'on se retrouve de l'autre côté pour notre première histoire. Cette histoire elle est racontée par Jason mais elle arrivait à sa mère Lizzie dans les années 80. À cette époque, sa mère était femme de ménage en Australie. Elle n'était vraiment pas très regardante sur le type de maison, elle s'occupait de très belles maisons de banlieue un peu riches comme de régions plus rurales. Elle placardait des affiches et des cartes de visite dans tous les magasins du coin et en laissait à la plupart de ses clients. C'est comme ça qu'elle s'est fait la plupart de sa clientèle et de sa réputation grâce aux bouches à oreille. Parlant de bouche à oreille, partagez la vidéo. Un jour, Lizzie a reçu un appel d'une dame qui semblait avoir environ 60 ans. Elle lui a demandé si elle pouvait nettoyer son ancienne ferme. Lizzie, ça lui arrivait de faire des demandes étranges, mais quand elles étaient bizarres ou non d'ailleurs, elle s'arrangeait toujours pour rencontrer les clients avant de rentrer dans leur maison. Mais dans ce cas-là, la dame a fortement insisté pour ne pas rencontrer Lizzie. Dans un premier temps, elle a refusé, mais elle lui a proposé une somme d'argent tellement énorme qu'elle n'a pas pu refuser. Le deal étant fait, la vieille dame lui a dit qu'elle laisserait ses clés sous le paillasson. Lizzie s'est donc rendue à cette maison un lundi matin. Elle était déjà très énervée car il fallait parcourir une longue allée très boisée pour arriver à la maison. Au moins 3-4 minutes de route. Une fois sortie de ce petit bosquet, elle arrive dans un énorme terrain vide. Et au milieu de ce dernier se trouvait la fameuse ferme. Lizzie ne se pose pas trop de questions, elle préfère en finir vite, donc elle récupère les clés sous le paillasson et entre dans la maison. Elle commence donc par l'entrée, puis enchaîne sur la cuisine. Son ménage avance et après environ 1 heure de nettoyage, elle entend un gros claquement. Lizzie a immédiatement pensé à la porte arrière qu'elle avait vue dans la cuisine. Mais cette vieille femme lui avait bien précisé au téléphone qu'il n'y aurait personne à la maison de la journée. Elle commençait à se sentir en danger. Elle était persuadée que quelqu'un était rentré dans la maison. Elle est restée figée sur place 3-4 minutes avant de se décider à faire quelque chose. Elle a regardé par la première fenêtre devant elle et a découvert que le terrain était encore vide. Il n'y avait pas d'autre voiture que la sienne. Elle a donc imaginé que quelqu'un l'attendait déjà à l'extérieur de la maison. Mais d'un autre côté, il lui restait uniquement 2 pièces à faire pour avoir fini la maison et pouvoir empocher son argent. Elle prend donc son courage à 2 mains et décide de continuer le ménage. Ce que je n'aurais jamais fait. Elle avance dans le couloir et entre dans la première des 2 chambres. Les volets étaient fermés et c'était totalement sombre. Elle pouvait discerner partout sur le lit des photos en noir et blanc. Alors que Lizzie s'en rapprochait, elle est restée totalement tétanisée lorsqu'elle a découvert les photos de près. Elle apparaissait sur chaque cliché de la vingtaine de photos présentes sur le lit. Certaines prises dans leur maison familiale, d'autres pendant qu'elle faisait les courses, ou encore lorsqu'elle lavait la maison d'autres clients. Maintenant, c'en était sûr, elle est tombée dans un piège. C'est à ce moment qu'elle a entendu un autre gros bruit sourd venant de l'étage. Elle a donc couru dans la cuisine, mais s'est arrêtée pour appeler la police par le téléphone. Elle a brièvement dit qu'une femme était en danger à cette adresse à la police avant de ne même pas raccrocher et courir pour rejoindre sa voiture. Une fois à l'intérieur, elle met le contact, mais elle voit quelqu'un sortir de la maison, courir vers elle. Elle démarre donc le plus vite possible et sort de cette allée et attend l'arrivée de la police dans la rue. La police est arrivée et un officier a pris la déposition de Lizzie. L'autre partie de la patrouille est allée faire une fouille dans la maison et la vieille femme qui avait passé le coup de téléphone a fait l'objet d'une enquête judiciaire. Mais elle a prétendu qu'il s'agissait d'un cambriolage, que ce n'était pas elle qui était là dans sa maison à ce moment-là et que les photos y avaient été placées. Comme cette enquête était une impasse, la police a décidé de la classer sans suite. Mais comme Lizzie avait son enfant qui était assez jeune à l'âge-là, elle a décidé de déménager au bout de 4 mois après cette affaire. Elle n'a pas trouvé d'autre solution que fuir le plus loin possible de cette personne qui la prenait en photo jour après jour. Alors les amis, je vous demande vos suppositions sur qui pouvait être cette personne. Du coup, j'ai hâte d'avoir vos suppositions dans les commentaires. Si l'histoire vous a plu, je vous propose de laisser un pouce bleu et de vous préparer pour la deuxième histoire qui est un peu plus longue. Stéphanie a 22 ans et elle a grandi dans le même village que sa meilleure amie. Elles étaient très proches mais leur famille également. Quand elles étaient enfants, leur famille avait l'habitude de faire de la randonnée et du camping ensemble assez souvent. Les années ont passé et ces petites habitudes étaient devenues un rituel. Mais aujourd'hui,
Annie et Stéphanie sont à l'université et ont été obligées de se séparer. Leurs deux universités sont dans des villes différentes, mais elles ont quand même maintenu cette tradition. Elles vivent en Angleterre et la plupart de leurs randonnées qu'elles font une fois par an pendant les vacances scolaires se situent en Écosse, dans le West Highland Way. Apparemment, les terrains sont assez abrupts, ce sont donc des sportives aguerries. D'habitude, elles placent cette randonnée au début de l'été, mais cette année-là, elles avaient toutes les deux beaucoup de travail, des examens, et le temps a passé très vite jusqu'à la mi-octobre. Stéphanie hésitait grandement à se rendre dans cette région à cette période de l'année, car déjà en été, c'est très difficile comme randonnée. Alors elle explique qu'en hiver, les conditions climatiques sont vraiment horrible. Mais apparemment Annie, c'est pas le genre de personne qui abandonne, elle s'est foutue de la gueule de Stéphanie et lui a dit qu'elle devait y aller. Apparemment Steph n'a pas trop eu son mot à dire, c'était donc dit en octobre, elles allaient partir en randonnée. Elles ont prévu un trajet de 3 jours où elles dormiraient dans des refuges. Les jours passent jusqu'au jour de la rencontre, elles se sont donné rendez-vous dans la gare de la ville où elles commenceraient leur randonnée. Stéphanie prend donc le train, elle en sort, et dès qu'elle voit les imperméables violets d'Annie reconnaissables entre mille, elle laisse tomber son sac et court sur elle. Et elles ont commencé à marcher en se racontant leur vie. Annie est en fac de médecine et elle lui explique que si cette année elle a été aussi prise, c'est que c'est sa première année où elle a des stages. Donc beaucoup de travail, mais pas la possibilité de prendre de congé. Il était environ 10h du matin, elle venait seulement de quitter la gare et il y avait de la neige partout. Elle randonne dans la neige sans qu'il se passe rien de spécial, mais elle se rend compte que le soleil tombe très vite. Elle n'avait pas prévu ça car d'habitude elles partent en été, mais c'est vrai qu'en octobre, la nuit arrive beaucoup plus vite. Il était déjà aux alentours de 16h et il faisait presque nuit, les filles n'étaient qu'à mi-chemin. Elles se sont fait souffrance pour essayer de rejoindre le refuge, mais à un moment Stéphanie n'en pouvait tout simplement plus. Elles ont donc décidé de camper à l'état sauvage et de mettre leur tente dans l'obscurité la plus totale. Et c'est là que vous vous dites qu'il va se passer des choses paranormales, mais non, rien de spécial lors de cette première nuit, elles se réveillent et peuvent repartir. Petit truc à noter tout de même, c'est qu'elles n'avaient pas remarqué qu'elles s'étaient installées près d'une tourbière, donc absolument toutes leurs affaires sont trempées quand elles se réveillent. Elles sont dégoûtées, mais elles sont donc plus proches du premier refuge que de la gare, alors elles décident de continuer leur randonnée. Elles marchent donc toute la journée jusqu'à arriver au fameux botty. Vous ne savez pas ce que c'est un botty? Je ne le savais pas non plus avant cette histoire. Quand j'ai dit abri, vous imaginiez déjà peut-être beaucoup trop beau. Un botty, c'est littéralement le niveau 0 de l'abri. C'est un abri de base ouvert à tous, où des planches en bois sont superposées et où des randonneurs y arrivent. Le seul gros avantage, c'est que c'est gratuit. Elles y arrivent donc à 15h30, le moment où le soleil commence déjà à se coucher. Il fait très sombre dans le botty et personne d'autre n'est là. Elles sont donc toutes pompées up, se disent qu'elles ont tout l'abri pour elles toutes seules. Elles ont donc dîné, joué aux cartes et allumé un feu dans la cheminée. Mais Annie avait l'air comme un peu perdue dans ses pensées, troublée. Elle était vraiment à côté de la plaque. Du coup, elle décide de se coucher plus tôt que Steph. Mais bon, elle n'a pas fait forcément long feu car elle était aussi assommée par la marche et l'humidité, alors elle rejoint Annie dans la chambre à coucher. En pleine nuit, Stéphanie est réveillée par un bruit étrange. Elle n'attend pas une seconde pour vérifier avec sa lampe torche et découvre Annie en train de convulser. C'est pas un problème pour Stéphanie, ça l'aurait été pour moi, mais elle a l'habitude. Car apparemment Annie est épileptique ou a une maladie du genre, donc ça lui arrive très souvent de convulser. Steph sort de son sac de couchage et va voir Annie, la met en PLS et s'occupe d'elle. Mais c'est alors qu'elle est en train de lui apporter les premiers soins qu'elle remarque comme une présence, un regard sur elle. Elle tourne les yeux à droite et découvre un sac de couchage rouge fluo qui ne leur appartient pas. Une personne était donc sûrement arrivée pendant leur sommeil. Ce qui est sûr, c'est que la personne n'était pas dedans, donc peut-être qu'Annie l'avait réveillée avec sa crise. Elle voit dans l'allée entre les lits superposés un homme très grand qui se rapproche d'elle. Est-ce que vous avez besoin d'aide? À sa voix, il avait l'air assez gentil et vraiment inquiet. Il faisait tellement sombre que Steph n'arrivait pas à discerner exactement le visage de l'homme. Mais elle lui a répondu que tout était sous contrôle, qu'elle n'avait pas besoin d'aide, qu'elle prenait des médicaments pour ça et qu'elle avait l'habitude de s'en occuper. Mais ce qui a troublé Stéphanie, c'est que cet homme a continué à se rapprocher des deux filles. Elle assiste donc bien sur le fait qu'elle n'a encore une fois pas besoin d'aide, mais cet homme est maintenant juste à côté d'elle. Malgré tous les refus, il commence à aider. Mais ça n'a pas tout de suite alerté Steph, car il a vraiment fait les gestes de premier secours, c'est-à-dire la mettre en PLS et vérifier qu'elle allait bien. Mais alors qu'il était en train de s'occuper d'elle, Steph commence à remarquer que l'homme commence à respirer de plus en plus fort, presque de manière animale. Elle lui dit alors qu'il peut s'éloigner, c'est bon, mais il ne l'entend pas. Il était totalement absorbé par ce qu'il était en train de faire. Elle commence à se sentir vraiment très mal à l'aise et hausse le ton pour dire à l'homme de dégager de là et de la laisser respirer. Il a fait un pas en arrière et a regardé Stéphanie en faisant un sourire extrêmement glauque. Ses dents étaient les seules choses qui ressortaient dans le noir avec le reflet de ses yeux. Il commence à faire les 100 pas dans la chambre et commence à parler tout seul. Et c'est à ce moment-là que Stéphanie est en train de paniquer
qu'elle se pose des questions. Qui arrive encore si tard dans un bâti et qui surtout marche seul à cette heure-là dans la pleine nuit dans le coin le plus paumé d'Écosse? Steph commence vraiment à paniquer car l'homme fait des va-et-vient entre son sac de couchage et les filles. Et Annie ne s'est toujours pas réveillée, ce qui normalement ne dure jamais aussi longtemps. Au bout de quelques minutes où Stéphanie a totalement peur, elle remarque que Annie a les yeux ouverts. Ce n'est pas forcément inhabituel, ça lui arrive d'avoir les yeux ouverts pendant une crise, mais elle est sûre à 100% qu'elle ne les avait pas il y a quelques minutes encore. Puis Steph remarque que les yeux de Annie commencent à bouger. Elle regarde dans la direction de Steph et murmure très faiblement son prénom. Elle regarde maintenant vers l'homme et lui dit de ne pas réagir. Steph a tellement peur à ce moment précis qu'elle ne sait pas pourquoi, mais instinctivement elle obéit à son ami. Puis elle attrape discrètement la main de Stéphanie sans faire de geste brusque. Il ne se passe rien d'autre jusqu'à ce que Annie chuchote à Steph de demander de l'aide à l'homme sans paniquer. Elle se retourne donc pour prévenir l'homme et elle remarque qu'il était assis près de son sac de couchage à les regarder avec un énorme sourire. Et dans ses mains, il tenait quelque chose. De loin, elle avait cru apercevoir du matériel d'escalade, mais c'en était sûr. Il ne tenait qu'une corde. Il n'y avait pas de piolet, pas de crochet. Et sur son sac de couchage, il y avait disposé du ruban adhésif et un couteau. Stéphanie le regarde donc droit dans les yeux et décide de lui demander s'il peut venir aider Annie car elle a besoin d'aide. À ce moment-là, Steph est en train de se chier dessus, mais elle essaye de faire confiance à Annie encore une fois. Finalement, il se rapproche pour aider Annie et commence à passer sa main dans ses cheveux, à humer l'air qui se dégage d'elle. Et l'élément qui va vraiment tout déclencher, c'est quand il entend que l'homme se rapproche de l'oreille de Annie et lui chuchote « Tu vas être ma préférée ». Annie avait maintenant les yeux fermés, mais Steph remarque qu'elle avait commencé à serrer sa main. Elle faisait des pressions régulières et Stéphanie commence à remarquer qu'elle fait une pression de moins à chaque fois. 3, puis 2, puis une pression. À ce moment-là, Annie se lève comme une furie et frappe l'homme aussi fort que possible d'un coup de pied. L'homme ne se laisse pas faire, mais les deux filles sont remontées, attrapent leur bâton de marche et commencent à le fracasser. Quand elle commence à prendre le dessus, Stéphanie s'empare de sa corde et du ruban adhésif et décide d'attacher l'homme fermement. Elles l'ont donc fixé au lit en bois et décident d'appeler les secours de montagne, chose qu'elle n'avait jamais fait. Ils arrivent seulement au bout d'1 heure à cause de la météo et viennent les chercher. Ils les ramènent au poste de police et elles y font une déposition complète contre l'homme. Mais quelques semaines plus tard, alors que les filles rappellent ce poste de police, elles découvrent qu'ils ont laissé partir l'homme. Étonnamment, la police s'excuse mais explique qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour établir un lien d'agression sexuelle ou d'agression tout court. La police dit même que ce qui les a étonnés, c'est que vu l'état de l'homme, il n'est pas porté plainte pour coups et blessures. Encore est-il que cet homme est parti libre dans la nature et s'il n'a pas porté plainte, c'est qu'il veut se faire oublier. Les filles ont donc décidé de ne plus jamais faire de randonnée dans cette région, ce qui est dommage pour elles, mais ce n'est pas pour autant qu'elles se laissent faire et elles ont continué chaque année à faire leur petite randonnée annuelle. On peut juste se demander qu'est-ce qui se serait passé si Annie, malgré sa crise d'épilepsie, n'avait pas fait preuve d'autant de bravoure. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. En attendant, je suis content de recommencer les vidéos par un thread d'horreur. J'espère que cette histoire vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires et à me dire si ça vous a plu. Donc normalement, je devrais vous laisser tranquille ce week-end pour remater les anciens threads si vous en manquez. Et lundi ou mardi, vous aurez la FAQ. Cette fois, je pense que c'est vrai. Si vous voulez être sûr de ne pas rater la date de sortie, je vous encourage à venir me suivre sur ces réseaux sociaux où je vous posterai la vidéo quand elle sortira. Et moi, en attendant, je vous souhaite juste une bonne journée, une bonne soirée. C'était Values. Ciao. Quand elles étaient enfants, les deux familles avaient pour habitude de faire de la randonnée et du camping. Elles y arrivent donc aux alentours de 15h30 alors que le soleil commence Plop plop plop.